Mon nom est Peter Olensky. J'ai travaillé avec Intuit, avec une compagnie qui s'appelle Building Information Technology. La plupart de notre personnel, c'est des ex-employés d'Harper Ellis et c'était merveilleux d'entendre des commentaires d'une perspective mécanique de TMP. On travaille maintenant avec eux sur plusieurs projets et ça sera bien d'avoir une perspective de BIM, une perspective structurelle. On va juste donner un survol de ce dont je vais vous parler aujourd'hui dans mon intro. Dans les 3 dernières années, en utilisant BIM, j'ai commencé à utiliser les produits Autodesk. J'ai utilisé Revit pour une année au complet. Et par la suite, j'ai eu l'occasion d'essayer des nouveaux produits et différents produits informatiques qui offrent plus d'avantages au niveau structurel. Mais j'ai trouvé aussi que le processus lui-même commence à changer. Je vais faire le tour de ça et comment BIM et la modélisation en 3D peut et a changé et comment les règlements comment les gens utilisaient Autodesk dans le passé, ça a changé. Je vous donne des exemples, comment j'ai vu ça. En fait, c'est les premières études de cas qui est 80% des diapos que j'ai. L'Aquarium Replace du Canada et quelques leçons qu'on a appris et comment on a appliqué ça à notre prochain projet. Et il y a beaucoup de chevauchement avec la partie 2, donc ça va être 20% des diapos et je vais parler des nouvelles choses qu'on a appris. Alors, la façon que je vois BIM et comment les choses ont changé, ça c'est une exploitation IFC du projet Replace sur lequel on a travaillé. Notre travail comme ingénieur de structure, c'est de prendre ça, que ce soit un modèle 3D ou que ce soit à partir de dessins en 2 dimensions et de l'analyser, de concevoir des composantes et s'organiser pour que tout se tienne. Donc, dans le passé, ce que j'ai vu quand j'ai fini l'école, le processus qu'on utilisait typiquement, c'est que les architectes et les consultants commençaient avec les ébauches à la main et après ça AutoCAD et après ça le plan à section, à des schémas et on continue comme ça jusqu'à temps que le projet soit bâti. Je pense qu'une grosse erreur qu'on a faite dans le passé, c'est que plusieurs personnes qui utilisent ces approches dans le passé ont pensé qu'on continue à ajouter des dessins en 2 dimensions et qui utilisent AutoCAD et continuent d'élaborer de l'information et des fichiers AutoCAD en 2 dimensions et que ça donne un dossier, un dessin en 3 dimensions pour ceux qui travaillent, qui sont un peu plus vieux jeu. Les gars plus vieux dans notre bureau continuent de me donner des fichiers de 2 dimensions et à la fin, ils espèrent avoir un dessin en 3 dimensions. Cette approche totale de BIM en termes de design, que vous soyez architecte ou ingénieur ou autre, c'est pas une bonne approche. Donc, ce que j'essaie de mettre en œuvre, c'est une approche différente. Et je pense que si vous pensez à la conception du processus d'une perspective en 3 dimensions et que votre design est fait avec votre département, ce que vous faites en fait, c'est que vous créez, je vais appeler ça des photos, des images du modèle lui-même. Et si vous investissez le temps pour bien coordonner, concilier, modéliser, et donc tout ce que vous avez, c'est ce que vous aurez besoin pour un modèle 3D. Un exemple concret qui est ressorti à notre bureau, c'est une cage d'escalier que l'on utilise dans la galerie d'art. C'est 80 mètres de haut et c'est une cage d'escalier en métal. C'est une partie importante du modèle, du design. Et on a Ferdo, qui est un gars qui est spécialisé dans l'acier dans notre bureau. C'est lui qui fait la conception, c'est lui qui a fait le travail de produire des escaliers. Il aime travailler de l'ancienne manière et il a utilisé Architect CAD et il a encadré ça en ce qui passait était l'acier structurel pour les escaliers. Et donc, quand il a eu les notes, il s'est assis, elle a ouvert le modèle et c'était à elle à savoir comment transférer ces informations
et représenter ce que l'architecte voulait. C'était un projet pleinement BIM. Il voulait que tout le métal, que tout le squelette soit à la bonne place et en haut, en dessous des escaliers et la charpente. Et une perspective de que quelqu'un dans le passé prendrait des dessins 2 dimensions et les mettrait en CAD et on prend pour acquis que ça va travailler à faire, mais que aussi Ferdo était pour traduire ce qu'il voulait en termes de ce qu'il voulait pour ces escaliers, en termes de dimensions et détails. Il faudrait lui donner des plans et lui fournir une section étape par étape pour BIM pour comprendre ce qui devait être représenté. Ce qui est arrivé pour ce projet, c'est que on a un ingénieur qui a modélisé le tout. Alors, à mesure qu'ils regardaient différentes dimensions et font la modélisation et que ça s'agence avec ce que l'architecte voulait représenter et toutes les choses qu'on a pris pour acquis ont disparu à ce moment-là. Et donc, ce que j'essaie, là où je veux en venir, c'est que le processus au complet ne peut pas être vu de la manière que ça a été fait dans le passé et ne peut pas être fait de la façon que ça a été fait dans le passé parce qu'on ne peut pas utiliser des dessins de 2 dimensions et espérer avoir un dessin de 3 dimensions. Donc, il faut investir et faire une bonne modélisation et à partir de là, on peut naturellement intégrer ça. Ça se fait tout seul. Donc, la première étude de cas, c'est l'Aquarium Ripley's du Canada. Juste vous donner des statistiques assez brièvement. Alors, ça va être bâti juste à côté de la tour CN. C'est 135 000 pieds carrés. On s'attend à pouvoir y avoir 1,5 million de gallons, donc 6 millions de litres d'eau, différents types de poissons tropicaux partout à travers le monde. Ça, c'est une photo aérienne, une représentation aérienne. C'est un survol. Ça, c'est l'enclos pour les requins où vous pouvez voir les requins de proche, de près, et c'est une liste de toutes les compagnies qui sont impliquées. Le client, c'est Ripley's, BDH, c'était des architectes TMP mécaniques, consultants mécaniques, PLC, l'entrepreneur, Poiler, le béton aquatique, Benson Steel qui a fabriqué l'acier pour nous et MWH qui était responsable de tous les systèmes d'appui, les systèmes secondaires. Et le projet lui-même, c'était très dur de traduire tout ça selon les élévations et les dessins en 2 dimensions. Et il y avait l'aspect coordination. Beaucoup de personnes ont fait l'analogie que ce projet était très similaire à une station d'assainissement des eaux en termes de la structure versus le modèle de l'architecte et les éléments mécaniques. Et en bas, à droite, vous pouvez voir qu'il y a un système séparé qui est intégré et les systèmes d'appui, les systèmes secondaires pour les bassins d'eau. Et à travers le projet, il y a plusieurs modèles qui se chevauchent et qui doivent s'intégrer. Et une perspective structurelle, les bénéfices de ce projet, c'est la visualisation. Quand j'ai vu le projet et différentes options de charpente, n'aurait pas été aussi évidente, mais quand on a regardé le modèle, c'est super de savoir combien d'options qu'on peut sortir avec un modèle en 3 dimensions. Le processus BIM, je vais vous dire que c'est pas le seul outil qui existe pour BIM. Le processus de comment ce projet a commencé, où on a fait un croquis et on a fait beaucoup de coordination interne avec R&D Architect des États-Unis. Ils ont coordonné et initialement
un modèle semi-BIM et ça a été fait avec les dessins intérieurs et extérieurs. Et le but de ça, c'était pour que le client puisse avoir une vision en 3 dimensions de l'intérieur et l'extérieur et de quoi ça aurait l'air. Et une fois que le client était satisfait de l'apparence, on avait la tâche ardue de transformer toutes ces informations, les modèles en 3D, les informations AutoCAD en 3 dimensions, internes, externes, dans- et les intégrer tous ensemble pour avoir un fichier Revit une fois que ça a été fait et les consultants avaient tout ça. B&H a utilisé leur modèle Revit pour créer, ils n'ont pas utilisé ça pour créer leur dessin, ils ont fait ça, tout ça dans AutoCAD et Revit était utilisé comme un outil pour les consultants pour faire des vérifications de conflits et à savoir comment les parties mécaniques et structurelles s'agencent et se chevauchent. Et les petits détails structurels, on a initialement fait tout notre travail pour le béton et pour l'acier dans les produits Autodesk. Il y avait un nombre de fiches qu'on a utilisées, pour lesquelles on a utilisé AutoCAD et dans le milieu du projet, à cause de la complexité du projet, on a décidé de transférer ces informations de Revit et un autre produit qui s'appelle Tekla qu'on utilise beaucoup pour le béton et l'acier. TMP, comme j'ai mentionné, ils ont fait tout leur travail en Revit. Et Peller qui travaillait avec nous, c'était des spécialistes de béton aquatique. Ils ont fait tout leur travail, leur section, leur plan dans AutoCAD et on a transformé cette information dans notre modèle. Alors, un des défis principaux auxquels on a fait face, c'est qu'on avait de l'information de différents modèles. Donc, Revit a un type de modèle en utilisant le projet en deux. Le béton a été fait avec un programme et l'acier, la structure dans l'autre. Et entre les deux produits informatiques, de notre perspective, il fallait que tout s'aligne et il fallait exporter des fichiers IC et les importer des fichiers pour la structure d'acier et pour IFC importer le béton. Le désavantage qu'on a vu à partir de ça, c'est que dans les secteurs où l'acier était intégré avec le béton lui-même, il fallait remodéliser beaucoup. Et donc, quand on enlève certaines élévations et certaines sections de notre structure d'acier, on a perdu un peu de temps en remodélisant certaines choses. Et avec l'aide du modèle 3D et pouvoir visualiser comment tout ça fonctionne et un processus de comment on voit le scier, comment c'est élaboré ensemble sur le site et comment on fait pour faire la charpente et on visualise la structure comme deux parties séparées. Et on a vu l'acier, les parties principales et ça nous a aidé à créer ce concept de charpente en suspension à partir de la structure principale. Et on a répété ce processus pour tout l'acier. Et ça, c'est le processus qui est divisé. Vous pouvez voir la structure primaire ou principale était assez simple, des colonnes et des poutres. Et la partie complexe à droite en bas, vous pouvez voir qu'avec 3 différents programmes informatiques, ce qu'on peut faire, c'est avec Tekla, on peut importer le fichier Revit de l'architecte et ça a été fait par IFC encore une fois et toute la coordination a été faite en 3 dimensions. À droite, vous pouvez voir que le revêtement de la charpente a été assez serré pour que tout s'agence ensemble de manière assez stricte et les différents concepts de charpente et différentes façons de travailler pour nous assurer que tout fonctionne bien ensemble. Un autre aspect, un autre enjeu qui s'est présenté, c'est que les architectes nous envoyaient des petites sections qu'ils avaient et nous disaient qu'il y avait des poutres qui
pénétrait les colonnes et c'était difficile. Et donc, quand on leur a demandé d'où vient cette section, ils nous envoient ça. Et en fait, c'est une place où il y a beaucoup de poutres de métal qui viennent de différents angles. Et ce qu'ils font, c'est que c'est une section en deux dimensions. Ils coupent ils coupent certaines parties. Il y a des problèmes de coordination. Et quand on regarde le modèle, c'est la section où il fallait couper. Et donc, ça nous a fait réaliser que c'était important au niveau des consultants. Si vous travaillez dans un environnement 3D, il faut vous assurer que vous visualisez l'environnement 3D. Et donc, ça nous a présenté un problème. Comment on est supposé présenter ça si on ne bide pas notre modèle, bide pas notre modèle, mais les élévations, les plans et tout ça, comment est-ce qu'on utilise ces dessins pour montrer précisément ce qu'on a? Et donc, c'est l'ironie que l'on a trouvée dans tout ça. D'habitude, c'est le contraire. On regarde des fichiers CAD et on pourrait manquer la moitié de la structure d'acier parce qu'on n'est pas sûr quelle est l'intention derrière ça. Et ici, on était très confiant que l'on avait l'acier et la charpente qu'on avait besoin, mais on n'était pas sûr de la manière la plus optimale de représenter tout ça. Donc, on a essayé différentes manières. Premièrement, on a essayé d'utiliser des sections directement du modèle. On peut le voir à gauche. Et c'est la première fois qu'on utilise ce logiciel. C'était un peu complexe, mais les détails n'étaient pas aussi propres que l'on aurait aimé. Donc, on a essayé d'exporter toutes ces sections, ces détails en AutoCAD pour les nettoyer. Et ça, c'était la première fois, ça a bien fonctionné, mais à chaque fois qu'on déménageait ou on déplaçait une section d'acier, il fallait réexporter le tout et renettoyer le tout. Et on a trouvé que c'était assez difficile comme processus et ça prenait trop de temps. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a coordonné ça avec l'architecte. On a en fait, on avait une grosse portion de notre structure d'acier, le périmètre défini comme ces trois dessins du modèle, un secteur où il y avait beaucoup de choses qui arrivaient et on montre étape par étape le modèle pour montrer clairement où chaque morceau d'acier doit se trouver. Et s'il y a des petits morceaux que l'on manque, on nous assure de couper les sections pour leur faire de la place, etc. Donc, on avait quelqu'un dans les bureaux qui était bon avec AutoCAD et ils ont produit quelques représentations à plus grosse échelle et on a des représentations en AutoCAD et qu'on a appliquées à tout le revêtement de l'acier. Comment est-ce qu'on dit aux sous-contractants à chaque morceau d'acier, la longueur, la coordination avec l'architecte, c'était une partie importante. Ce qu'on a fait, c'est que l'architecte a pris le modèle Reddit et il a pris chaque panneau du modèle lui-même et il a défini un emplacement, un point 3D. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris tous ces panneaux et les plaines, une surface plane 3D et différents espacements et ils ont fait le revêtement et la charpente de tout ça. Dans certains modèles, on a vu qu'on avait une couverture de 100%. Un autre aspect très utile au niveau structurel, c'était à mesure que l'on fait la modélisation de tout ça, il y a un système secondaire qui s'attache à ça. Il y a des lignes rouges, vous pouvez les voir, ils sont associés avec différentes parties de la modélisation. C'est une analyse ECC, STIC, vous pouvez l'appeler en utilisant le API que ce produit nous offre. On a modélisé tout ça et on a été capable d'exporter la structure, le modèle structurel dans un programme qui s'appelle SAP. C'est un logiciel d'analyse de structure et pour nous, c'était un gros développement parce que pour remodéliser et ne pas utiliser SEP, ça aurait été très difficile et pris beaucoup de temps. Et l'autre avantage, c'est qu'on était sûr de ce que notre modèle montrait exactement la même chose.
autre bénéfice de ce projet, c'est que après d'accepter l'élaboration du projet, on a découvert il y avait plein d'escaliers et on n'était pas sûr comment les gérer à l'intérieur du cadre du projet global. Avec le modèle, on a on s'est assuré que n'importe quel charpente qu'on employait devait inclure inclure les escaliers parce qu'on voulait éviter des modifications extrêmes plus tard dans le projet. Vous voyez une passerelle qui a été rajoutée au deuxième niveau et ça fonctionne très bien avec la structure existante. Donc, il y a eu on a reçu beaucoup d'aide, beaucoup d'avis, beaucoup de conseils. Vous voyez à droite notre modèle en acier. Ça a été très utile. Pendant tout le processus, les architectes ont utilisé ce modèle-là. Et je dirais même qu'ils ont utilisé tous nos modèles, et ça a économisé énormément de temps. Le programme informatique a permis qu'on crée une structure pour le toit et le plafond. Au lieu de nous envoyer des documents concrets, ils nous ont envoyé tout simplement un modèle et à l'intérieur de ce modèle-là, avec chaque soumission, on pouvait cliquer sur un bout d'acier et un document PDF apparaissait sur l'écran qui nous permettait d'identifier qu'est-ce qu'il fallait faire avec ce bout d'acier. Donc, c'était très, très utile. Le musée des beaux-arts Remaille en Saskatchewan, c'est un projet qu'on travaille depuis quelques années. Je vais vous donner un survol assez vite. Les architectes sont KPMB et Smith Carter. C'est 4 étages. C'est un musée beaux-arts assez grand. C'est à Saskatoon, au bord de la rivière Saskatchewan. Et pour les ingénieurs à Saskatoon, c'était un des projets les plus complexes qu'ils avaient entamé. Il y a 2 sections très complexes. Vous voyez les poutres qui permettent l'ouverture des fenêtres entre les colonnes. Pour ceux qui aiment utiliser SAP, vous voyez les défis les défis en ce qui concerne la génie, l'ingénierie. À gauche, vous voyez un poutre, une colonne de 7 mètres. Il y avait un concept de boîte à souliers l'un au-dessus de l'autre. Et on voit en haut de ces 7 mètres une autre boîte, un autre volume, une autre salle ajoutée. Donc c'était vraiment un défi assez complexe. Mais on a utilisé les outils qui étaient disponibles à nous et on a réussi de bien démontrer les défis dans les modèles. Ça nous aidait beaucoup d'avoir 2 écrans ouverts devant nous en même temps pour pouvoir comparer.
et comme ça, on pouvait aller étape par étape et s'assurer que tout fonctionne bien, que tout est coordonné, que on a bien mesuré, la géométrie marche bien. Vous voyez les modèles de construction ici. Et quand on combine tout cela, il y a énormément d'acier. Comme vous voyez, il y avait beaucoup de préoccupations euh, par rapport au mouvement. Euh, le mouvement créé par la présence d'êtres humains qui marchent dans la salle, les vibrations, tout ça, il fallait calculer. Ça, c'est le projet antérieur. Vous voyez comment on a développé. Dans ce cas-là, on a utilisé un logiciel ou un programme informatique qui, qui sert pas juste à, à comprendre comment utiliser l'acier, mais aussi d'autres matériaux. On voulait s'assurer qu'on évite tout problème. Le projet a été élaboré, toute la coordination a été faite avec des modèles en 3 dimensions. Vous voyez ici notre modèle combiné avec les modèles mécaniques et les modèles de l'architecte. On a entendu que souvent quand on utilise TMP, ce qu'on voit dans le modèle n'est pas exactement ce qu'on voit quand on est sur le site, sur le terrain, en train de bâtir. Donc les morceaux d'acier, les poutres, les colonnes et tout ça d'acier, des fois quand ils arrivent sur le site, il y a des défis qui n'étaient pas clairs dans le modèle. Donc comment transférer, traduire du modèle à la réalité. On prenait bien sûr tous nos données du modèle. Et voilà notre exemple avec ce projet, il y avait un défi particulier, c'est que les toits, les plafonds étaient très très hauts. Et bien sûr, ça voulait dire que les poutres d'acier devaient être très grands. On a pris tout le temps qu'il nous a fallu pour s'assurer que chaque élément structurel soit clairement défini, chaque ouverture, chaque trou qu'il fallait boucher, donc ici vous voyez les 3 modèles ensemble, le modèle structurel en rouge, mécanique en mauve, et ça vous donne une idée de la coordination qu'il fallait faire. Ce modèle a été créé par ça vous donne une idée du temps requis pour la création de ces modèles-là. C'est énorme. Toutes les ouvertures, toutes les poutres, les colonnes, que tout soit bien coordonné et que tous les éléments soient se chevauchent. Donc, là, on est vraiment au cœur des éléments mécaniques du musée des Beaux-Arts et tous les éléments qu'il fallait prendre en considération. Après d'avoir travaillé sur ces 2 projets, passé à travers tout le processus avec BIM, on se rend compte et on a entamé une période de réflexion de comment aller plus loin avec BIM, quelles sont les prochaines étapes. Quand on a donné notre modèle d'acier au fabricateur d'acier, on s'est rendu compte que c'était très précis, c'était très correct. En fait, mais comment produire des dessins qui sont plus petits? On n'est pas rendu là encore, mais en même temps, ça dépend des consultants, de la souplesse, que ça soit bien coordonné.
Et je ne sais pas si c'est quelque chose de positif ou négatif, mais utiliser BIM et les 3 dimensions, ça donne aux architectes l'opportunité ou l'occasion, pardon, de créer un projet vraiment d'une grande complexité. Ils sont toujours à l'aise que le côté structurel est euh, bien recherché. Et j'espère que ça a été une bonne présentation. S'il y a des questions, ça va bien. Oui, c'est clair que vous avez fait beaucoup de travail avec Tekla, avec Benson. Je sais que Benson, souvent, ils ont des partenaires qui travaillent beaucoup avec ces logiciels et ces programmes informatiques. Est-ce que c'est vous qui avez fait les modèles Tekla à eux et puis eux, oui, ben, c'est un aspect que nous essayons d'analyser maintenant. Le problème, c'est que il faut accepter la responsabilité de, 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 de dire que votre modèle est 100% bon. Euh, mais s'il y a des changements qui se produisent après, c'est compliqué. Euh, S'il y a une différence de 3 cm, de 3 pouces, euh, ils peuvent venir vous poursuivre juridiquement parce qu'un mur est tombé. Donc, parce que c'est vous comme compagnie qui a offert qui a produit le modèle. Donc, il faut s'assurer que le modèle soit vraiment bien fait parce que vous êtes responsable pour ce modèle-là. Donc, quelle est la... Donc, les dessins, c'est vous qui l'avez fourni? Oui, absolument. Ils ont pris vos modèles Tekla et ils ont apporté des modifications. Oui, absolument. Euh, mais comment aller de 3D à 2 dimensions, c'est pas toujours évident. Et puis de revenir à 3 dimensions, vous avez parlé de quelques sections du modèle Tekla et qui a fallu traduire à AutoCAD. Est-ce que ça veut dire que les membres ont été ou les sections ont été coupées de façon à bien démontrer la structure en acier? Oui, c'est un exemple. Au début du projet, c'est un des premiers défis. On s'est rendu compte qu'en coupant les murs ou les sections, ça n'avait pas l'air d'être bien fait ou correct. Mais en utilisant Tekla, il y avait quand même quelques, quelques aspects qu'on ne voyait pas bien. Il fallait le nettoyer, que ce soit plus clair, démontrer que tout se chevauche. Donc on a tout gardé, on a essayé de ne pas exporter certains détails d'un programme informatique à un autre. Oui, voilà, mais vous avez toujours un record, vous avez toujours une histoire, un historique de ce qui a été fait dans le passé pour pouvoir comparer qu'est-ce qui a été fait dans une certaine section. Oui, merci pour ce projet en particulier. On n'était pas trop inquiet par rapport au, au point de travail. Parce que l'architecte avait fourni tous ses notes, tous ses détails de structure. Nos dessins, c'était comme des perspectives en 3 dimensions. Euh, voilà, alors on prend votre peau, l'extérieur du bâtiment, et on le chevauche, on le combine avec votre modèle. Oui, c'est ça exactement. Oui, 2 questions. D'abord, le modèle de fabrication de Benson, est-ce que vous l'avez utilisé pour des raisons de coordination après? Oui, non. Non, parce qu'il n'y avait pas, on ne ressentait pas le besoin. Après, PCL était celui qui gérait toute cette coordination-là. Je sais qu'il y avait un modèle d'acier, mais c'était pas la nôtre. Mais quand on a combiné notre modèle avec leur modèle, on s'est rendu compte qu'ils étaient très proches. PCL avait toujours un modèle BIM sur le site euh, qui pouvait consulter en tout moment avec tous les conduites, une autre question, vous avez dit au début de votre présentation de l'importance d'avoir un modèle
à 3 dimensions qui sont vraiment très précis. Et de ce modèle-là, on peut tirer des modèles à 2 dimensions. Alors pourquoi est-ce que vous n'avez pas utilisé ce modèle-là comme le document officiel? Encore une fois, c'est toute une question juridique légale. C'est qui est responsable? Nous avons développé notre modèle BIM jusqu'au point où l'équipe de consultants arrive. Donc, si c'est coordonné à 75%, parce qu'il y a des côtés, et il y a aussi des poutres qu'il faut des fois modifier. Donc, si ça ne marche pas bien, c'est nous qui sommes responsables pour la faute ou pour ce qu'il y a de plus important, c'est que les poutres, les colonnes d'acier doivent des fois être modifiées. Il faut des fois modifier l'emplacement du poutre. Donc, on veut être très clair dans le modèle originel. On a essayé de capter tous les détails. Si on l'avait fait en cadre, oui, j'ai compris, mais vos dessins en 2 dimensions ne démontrent pas ces choses-là. Donc, je ne comprends pas. C'est normal de coordonner les dessins 2D et 3D. Oui, absolument, vous avez raison. Oui, c'est vrai que l'acier fondamental, l'acier structurel est toujours bien coordonné. Et oui, c'est vrai aussi pour les systèmes de ventilation, les conduites. C'est au fabricateur, c'est au constructeur de le faire, non? Oui, sauf que si on nous demande un modèle d'acier, il faut l'élaborer parce que si on dit qu'on est 100% certain que tout est dans le modèle, toutes les données sont là, je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui peut dire, soit un ingénieur mécanique ou l'architecte qui peut dire euh, que ça devrait être fait par quelqu'un d'autre. Un mur peut changer, un poutre peut changer, une colonne peut changer. Donc, on n'a pas besoin de modeler chaque poutre. Des fois, il y a de l'acier dite secondaire et on le montre d'une autre façon sur le plan, sur le modèle. Oui, je pense que j'ai bien compris. Une question sur la coordination entre les différentes disciplines. Quand vous prenez des données de TECLA et vous les transférez à IFC, vous envoyez quoi comme dossier? C'est des dossiers IFC ou qu'est-ce que vous importez à Revit ou est-ce que vous utilisez plutôt un programme Nanosworks pour voir s'il y a des conflits entre les différents programmes, les différents logiciels? Ce que j'ai vu, et bien sûr, ça a été un défi au début du projet, étant donné qu'on utilisait 2 programmes différents. On prenait le dossier IFC, mais c'est devenu vraiment un problème, donc on allait toujours le convertir dans un autre format et on prenait le dossier Revit, on l'importait au logiciel Revit et quand on le coordonnait avec les deux modèles Revit, c'était toujours en Revit, toujours. C'est du mal à exporter ou importer de IFC à Tekla. Est-ce qu'il y avait des problèmes quand ça apparaissait en Tekla? Oui, on a travaillé très dur pour s'assurer que les que ça allait fonctionner bien parce que il fallait apprendre de nos leçons. Hein. Tous les apprentissages des autres projets dans le passé nous ont aidés à créer des dossiers qui allaient marcher cette fois-ci. Donc on a créé des modèles où on montre très bien les ouvertures dans les poutres, les surfaces d'acier, que tout soit très clair dans le modèle
Et quand il y a une réunion de coordination, soit dans le modèle 3D ou sur l'écran de l'architecte ou dans le dossier IFC, il faut que tout soit coordonné, que tout marche bien ensemble. Est-ce que vous avez créé des documents concrets en Tekla? Oui, au début, mais on s'est rendu compte que c'était pas très efficace tout le temps. Ce qu'il y avait de plus simple et ce qu'on peut faire dans l'avenir, c'est de créer des feuilles avec ce programme informatique et l'exporter à AutoCAD. Les dossiers CAD, des fois, on ne peut pas les ouvrir après avec un autre logiciel. Donc, il faut des fois bien définir les périmètres, les frontières. Si on veut l'exporter en ce qui concerne AutoCAD, démontrer dans un format de modèle mécanique, c'est pas toujours évident. Comment le transférer, le traduire à IFC ou à Revit, c'est pas toujours évident. Donc, il y a quelques projets, on l'a fait d'une certaine façon, et un autre projet dont on l'a fait différemment. Mais nous commençons à nous rendre compte quel programme choisir quand on travaille avec l'acier ou avec le béton. Il faut développer des feuilles précis pour chacun. Et bien sûr, dans votre bureau, vous avez toujours CAD, vous avez toujours Revit devant vous. Donc, ça marche à la fin. Merci.